Nous poursuivons l'histoire des rochers légendaires et découvrons de nombreuses choses sur Jabash, son équipage, mais aussi de nombreux autres secrets, notamment son lien avec le légendaire pirate Davy Jones et qu'il Donaghy Savon déjà avait une relation secrète avec Imo par le passé, ainsi que de nombreux autres détails dans ce chapitre une fois de plus incroyablement dense de One Piece. Alors, ne perdons pas de temps. Reprenons là où nous en étions. Loki discute avec des rochers qui le traitent de Chibin et des humains Chibi. Un terme curieusement similaire à celui qu'Harold utilisait pour désigner les humains avant que l'un ou l'autre ne le transforme. Stuzy, quant à elle, trouve sa remarque plutôt mignonne. Sur cette photo, on voit bien à quel point Barbe Blanche les domine tous, et dans son dos, il porte une Naginata, d'où la ceinture autour de lui, qui pourrait même déjà être son fameux Sayowonosh et l'avidité suprême, le Murakumoge. Loki refuse de céder aux exigences de Jabag qui le frappe, alors avec son épée probablement, celle-là même qui a fendu la montagne en deux au chapitre précédent. Cette épée est incapable de blesser même un être aussi puissant que Loki immortel après sa chute du monde solaire. On voit l'épée se fissurer sous l'effet de la foudre, sans doute une manifestation de la puissance du conquérant, surtout au vu de la force avec laquelle il déchaîne une attaque, si puissante que le narrateur la compare à un marteau géant provoquant une explosion. Cependant, lorsqu'il prend cette pose, elle ressemble étrangement à celle de Roger sur le point de lancer son attaque emblématique. De plus, l'effet sonore qui l'entoure est un pige. Habituellement, le bruitage du haki crépitant est un body ati qui représente le grondement du tonnerre en japonais. Mais ici, est plus dur, comme si le crépitement était encore plus intense que d'habitude, démontrant ainsi la puissance de son haki. Durant cette scène, on entend également le rire unique de Jabek, un va-a-ha-i. Retour en arrière nous ramène au niveau 1461, 56 ans plus tôt, et nous voyons le moment où Jabek a infiltré Marihua. Chose surprenante, il est allé plus loin que quiconque. Jamais auparavant. Jamais, depuis Jabek n'avait réussi à infiltrer la salle des fleurs où réside le roi Émeu, à rencontrer l'insaisissable souverain face à face. Jabek et Émeu se tiennent dans c'est quoi à côte. Chacun à une extrémité de la pièce, mais aucun des deux n'est indifférent, car ils savent tous deux qu'ils ne peuvent vaincre l'autre. Jabek comprend parfaitement qu'Émeu est bien trop puissant, voire immortel, pour être abattu maintenant. Quant à Émeu, il réalise sans doute la puissance de Jabek qu'il est impossible de le tuer facilement ici, sans le laisser s'échapper même s'il essayait. Étonnamment, une troisième personne se trouve dans cette pièce, une femme voilée apparemment au service d'Émeu. Nous avions déjà aperçu une servante agenouillée de la même manière lors de notre première visite dans la salle des fleurs, lorsqu'elles étaient venues informer Émeu que les Gorsei étaient réunis dans la salle du trône vide. Bien que le personnage ait une voix féminine dans l'anime, il est difficile d'affirmer qu'il s'agisse de la même personne que celle que l'on voit ici, car il s'agit clairement de Gonko. Now, les yeux hétérochromes sont indubitablement les mêmes, la seule différence étant la longueur des cheveux. Bien sûr, cette marque n'empêche pas les chevaliers divins de se raser la tête. En tout cas, davantage, il est tout à fait logique que ce soit un chevalier divin servant directement le roi, puisqu'il fait partie de ceux qui ont déjà été témoins de l'existence d'Émeu. Je me demande cependant s'il s'agit bien de Goko, ou comment elle a accédé à ce poste, car elle est manifestement et éternellement jeune, même si nous l'avons vu, enfant aux côtés d'un jeune Brooke. Le fait est que, bien que Brooke soit mort il y a 50 ans, soit 6 ans après ce niveau, il était déjà pirate depuis un certain temps.
Il est donc possible que les deux aient grandi ensemble brièvement avant que Gonko ne devienne le serviteur d'Emu. Puisqu'on parle de Gonko, j'aimerais mentionner rapidement un détail que vous avez peut-être manqué dans le dernier volume. Le titre de Gonko a été mis à jour, passant de Gonko le chevalier de Avin à Gonko le saint manoir. Shamrock a lui aussi reçu le titre de Saisi Kejdet Del Tish, une jeune fille des champs, saine d'esprit, et Shamrock est ce qui réfute toute théorie selon laquelle il n'aurait pas été ténagé. Adam, il n'a pas de titre de sainteté. La famille du maire avait déjà été mentionnée lors de l'incident de God Valley par l'un de ses membres qui participait au tournoi du génocide. Pour rappel, les dragons célestes mâles utilisaient le titre honorifique « ce », signifiant saint ou sainteté, tandis que les femelles utilisaient le titre honorifique « Gu'ash », employé pour les femmes de la famille impériale japonaise, que l'on pourrait traduire par sainte ou dame. Ivankov affirmait que durant le siècle du néant, un individu nommé Saint Néoné Emu existait, suggérant que l'ému, Néona, de cette époque, était vraisemblablement un mâle. Cependant, il est toujours possible que les émus aient échangé de corps au fil des âges, comme avec Lily, Danadi, voire qu'ils aient transcender ces notions en devenant des démons immortels. Il est donc difficile de déterminer leur sexe ou leur genre actuel. Jabek, quant à lui, se déclarait simplement adorateur de Davy Jones, utilisant le terme Suhisha, signifiant adorateur, ou déva employé pour désigner une personne vénérée au point d'être presque considéré comme une divinité. Ce nom est fort intéressant et nous y reviendrons dans un instant. Mais Jabek se contente de menacer Emu. Je reviendrai ici même. Dash une menace qui signifie clairement à Emu qu'un jour il reviendra pour son trône et deviendra le roi du monde. Un dernier regard se pose sur Emu et l'on aperçoit son voile flotter. Cela indique sans aucun doute qu'il ne s'agit pas de cheveux, mais bien d'un voile porté sur sa tête comme celui que porte Anko. C'est exactement la même chose. Au moment où il s'enfuit, il percute Harold provoquant un affrontement. Visiblement, tous deux utilisent le haki du conquérant car le craquement assourdissant de leur corps est si puissante que leurs lames ne se touchent même pas. Ce choc est si violent qu'il a littéralement éradiqué toute vie humaine dans un rayon de 5 km. 5 km, ce qui semble disproportionné vu la taille de Mariju, comme nous l'avons constaté jusqu'ici. Mais le terme employé ici est celui de Sata, qui signifie littéralement effacer, anéanti, évaporé, ceci qui implique qu'aucun corps n'a été laissé derrière puisqu'on ne voit plus que de l'air autour d'eux, là où se trouvaient auparavant des soldats sans défense et des dragons célestes. Et le gast est également assez puissant pour éteindre complètement le feu qui brûlait sur le corps de Harold. Franchement, je pense que ce combat pourrait bien être le plus intense vu dans One Piece jusqu'à présent. Harold, accompagné de Jabakin, décide de s'échapper vers le Nouveau Monde en sautant littéralement de la ligne rouge. Cela peut paraître insensé, mais vu que son fils a survécu à une chute du monde du soleil jusqu'au nuage, une chute directe dans l'eau pourrait être envisageable du moins pour ces deux individus incroyablement puissants. Le crime d'infiltration de marijuana, après avoir tué un amiral de la marine, est instantanément rendu Rox célèbre, bien que cette affirmation semble indiquer qu'il n'était pas si connu auparavant. On aperçoit son avis de recherche, mais malheureusement, le montant de la prime est tronqué. Seuls les 3 derniers chiffres sont visibles. Vu l'espace qu'ils occupent à Kidan par rapport à l'avis de recherche, et il semble que la prime comporte au moins 9 chiffres, ce qui est tout à fait plausible.
aussi possible, c'est que et ça est difficile donc de dire si elle se chiffre en un milliard. Mais le plus frappant cependant est sa pose sur l'avis de recherche, car elle était quasiment identique à celle de l'avis de recherche de Buggy. Cela renforce une fois de plus les théories selon lesquelles Buggy pourrait bien être l'enfant de Shabash Roger, ayant recueilli à la fois le bébé de Garling et celui de le bébé de Sheb T. Quelque temps plus tard, Rox attaqua un vaisseau gouvernemental transportant le trépied céleste, qui semblait naviguer à travers le courant de taille. Or, on ne peut échapper au courant de taille sans que quelqu'un n'ouvre les portes de la justice. Jabek détruisit donc purement et simplement les portes de la justice pour s'échapper. Un exploit insensé quand on se souvient de la taille colossale de ces portes. Cependant, suite à cela, Jabak décida de se lancer dans la formation d'un équipage de pirates, notamment en s'inspirant de l'ancienne tradition du combat contre Davy Jones. C'est là que son adoration pour Davy Jones prend tout son sens. Pour un bref rappel historique, je laisse Robin nous éclairer sur les origines de ce combat. Il existe une île en mer considérée comme un paradis pour les pirates, l'île des pirates. Sur cette île, il y a fort longtemps, un jeu est né. On raconte que pour s'emparer des meilleurs marins, les pirates utilisaient ce jeu pour dérober les créations d'autres pirates. Davy Jones était un pirate d'Anton, maudit par le diable, et condamné à vivre dans les profondeurs abyssales où il vivrait encore aujourd'hui, dit-on. Du moins, c'est ce que raconte la légende. Tous les navires et trésors qui sombraient deviennent sa propriété car ils finissent dans son coffre. Le nom de Davy est associé à la possession de tout ce qui coule. Ainsi, les pirates habillent l'ami. Et elle est là voler les biens de leurs ennemis. Dans le S.P.S. Oda a repris ce mythe en y apportant quelques détails supplémentaires, mentionnant qu'il s'agit également d'une légende similaire dans notre monde décrivant l'histoire d'un pirate menteur et sans scrupules nommé Davy Jones. C'était un individu avide connu pour ranger les affaires et les trésors de ses camarades dans son propre casier. Même pour un pirate, c'était un salaud. Un jour, le diable le maudit comme Dan Hachit le condamne à vivre éternellement au fond des océans. Depuis chaque fois que des navires des marins ou des trésors sombrent, ils finissent enfermés dans son coffre sous-marin et disparaissent à chaîne ou à jamais. Telle y est la légende. J'aurais bien ajouté un petit dessin de Davy Jones, mais difficile de dire s'il faisait référence au mythe de Davy Jones ou à celui de One Piece. Et si pas une légende, mais la réalité. Et si le pirate Davy Jones, qui a inspiré tant de pirates et en avait réellement existé ayant vécu dans le passé. Après tout, la légende fait mention d'une certaine entité, le diable, un être dont nous savons désormais qu'il est bien réel. En fait, il s'agit du roi qui règne sur le monde. Et si par le passé un émeu avait maudit Davy Jones en le condamnant à sombrer, ou interprétation plus réaliste, et si Davy Jones avait été pris dans la seconde catastrophe et avait sombré avec le reste du monde, et sache dans-il tel plausible que Davy Jones soit encore en vie. Là l'aspect le plus fantastique de la légende. De plus, il est légitime de se demander si Davy Jones était un individu encore inconnu. Ou pourrait-il même être Joy Boy lui-même? La description qui en fait un personnage particulièrement maléfique semble plutôt le réduire à une figure rocheuse à l'opposé de Joy Boy, plutôt qu'à l'homme lui-même. Mais il est difficile d'en être certain.
Quoi qu'il en soit, il est clair que la déclaration de Jabek, se disant fan de Davy Jones à Emu, a marqué le roi. Emu aurait pu être responsable du naufrage du Davy Jones original et voyait donc en Jabek quelqu'un revenu pour le venger. Ce mythe a donné naissance des années plus tard au jeu de pirates Davy Back Fight, qui se déroule sur l'île des pirates, véritable paradis pour les pirates. Kaizukujima, qui signifie île au perroquet, est également connu sous le nom de Kachinosu, qui signifie Yash, un nom qui aurait été utilisé de manière interchangeable. De la même façon, l'île de la justice est aussi connue sous n'importe quel nom de lobby. Hachinosu ou l'île des pirates sont donc deux noms valables. Et bien sûr, c'est cette île que nous avons revue à plusieurs reprises par la suite, mais nous y reviendrons un instant. Jabek admirait manifestement Davy Jones de tout son cœur. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait participé à de nombreux combats contre Davy Jones. C'était une hypothèse déjà largement répandue parmi les fans, étant donné le lien supposé entre Jabek et l'île des pirates dans le chapitre 967. Cela rappelle d'ailleurs l'histoire de Foxy dans sa Vikashard Boxer ratée. Il avait perdu sa licence pour tricherie et avait erré pendant plusieurs années avant de se passionner pour le mythe de Davy Jones et le combat de Davy Back. On voit ici Jabek participer à plusieurs de ces jeux de Davy Back, dont un de boxe, faisant référence au combat final entre Luffy et Foxy à la fin de leur affrontement contre Davy Back. On aperçoit également plusieurs affiches de primes, dont une pour Edward Mugate, bien que la prime soit trop floue pour être déchiffrée, et une autre d'un individu inconnu ressemblant étrangement à Don Marlin que l'on verra plus tard dans le chapitre. Au fil de ces combats, Jabek a constitué une impressionnante équipe de 6 hommes qu'il a emmenés au château d'Oros pour rencontrer Harold. Jabek souhaite que Harold devienne son nakama, mais Harald cherche un moyen de collaborer avec le gouvernement sans pour autant s'y rallier et aspire à une voie plus pacifique. Au fil de ce chapitre, on le voit parler de plus en plus et on constate que le style de Jabek n'est finalement pas si éloigné de celui de Barbe Noire, avec un accent de pirate bourru. On découvre ensuite son équipage de 6 hommes, parmi lesquels Barbe Blanche Shiki et Stussy semblent être ses plus proches compagnons, puisqu'ils sont ceux qu'on voit le plus souvent à ses côtés dans le chapitre précédent. Cela paraît logique car ils entreront dans la légende comme les plus tristement célèbres. Sans qu'il soit nécessaire de les présenter, on retrouve bien sûr le pirate Edward Nugget, plus connu sous le nom de Barbe Blanche. Nous savons qu'il est devenu pirate dans sa jeunesse, avant même d'avoir une moustache, dans l'espoir de trouver une famille après avoir perdu la sienne orphelin de l'île du Sphinx. Il a apparemment été recueilli par Jabek à la suite d'un combat contre Davy Back. Vient ensuite Shiki le Goku, connu plus tard sous le nom de Lion d'Or ou Kinishi. L'épithète Gokudo est un terme japonais très complexe car son analyse révèle des aspects extrêmes, mais il signifie généralement mal absolu ou homme perverse. On pourrait donc le traduire par Shiki le maléfique ou Shiki le méchant. Cependant, il y a plus de nuances ici, car le terme Goku est fondamentalement synonyme de pègre ou d'ashu de crime organisé. Utilisé notamment comme synonyme des Yakuza au Japon, ces familles du crime organisé, le terme Wano est tout à fait approprié, car Shiki arboreait une tenue typique des Yakuza et on l'a déjà vu se comporter comme un chef Yakuza, notamment lors de sa cérémonie dans Strong World, où il a échangé des Sakazuki Cups à vomi avec ses subordonnés pour les accueillir dans la famille, une tradition très répandue chez les Yakuza. Shiki deviendra par la suite une figure historique légendaire. L'une des plus importantes est de pays et des bauches qui de Roger
aux côtés de Barbe Blanche. Voici maintenant Miss Buchan, la voleuse de science plus connue sous son nom complet de Buckingham Stowsey. L'épithète de voleuse de science ou à Kagakuto en japonais est tout à fait appropriée, car on sait qu'après la chute des rochers, les pirates Stussy ont continué à profiter des ressources de Mads, l'équipe clandestine composée de V-Punk et The Singer, Clone, Vent, Smoke Judge, et plus tard connue sous le nom de Queen. Il est donc logique qu'elle ne se soit pas contentée de s'intéresser à la science, mais qu'elle en ait également tiré profit. De plus, Stye a affirmé plus tard avoir été l'amant de Barbe Blanche, prétendant que Weevil était bien son enfant. Il a même avancé que Vegapunk pouvait prouver leur lien de parenté, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si Weevil ne serait pas le fruit d'une expérience de clonage ou quelque chose du genre. Le personnage suivant est un nouveau venu, Don Marlin, membre du gang de West Blue. Son avatar indique clairement que Marlin est associé aux 5 grandes familles d'Inahat, en référence aux 5 gangs criminels qui règnent sur la pègre de West Blue. Ces familles étaient déjà en conflit les unes avec les autres. Mais le chaos s'installa véritablement lorsqu'un jeune homme de main du nom de Capone Bez commença à assassiner les chefs des organisations, finissant par devenir lui-même un chef de famille et se forgeant ainsi une réputation de gangster. Il continua d'éliminer les chefs rivaux, mais ne s'intéressait ni à leur territoire, ni à leurs biens, ni à la satisfaction d'abattre le pilier des familles rivales pour les faire s'effondrer. Finalement, lassé, il prit la mer pour devenir pirate. De ce fait, il est plausible que Don Marlin ait été une figure influente des 5 grandes familles, puisqu'il semble avoir porté le surnom originel d'un gang. Ainsi, Beige a probablement hérité de ce surnom après Marlin. Il est également possible que les deux soient apparentés, car Beige a 42 ans à qui sait. Le nom de Marlin lui-même est probablement inspiré de l'acteur Marlon Brando Jr., qui était célèbre pour avoir incarné le rôle du chef mafieux Vito Corleone dans le film culte Le Parrain, interprétant un rôle emblématique du cinéma, quasiment identique à celui de Don Marlon. Ironie du sort, le propre coéquipier de Beige VTO allait également hériter de ce nom. De même, B tire manifestement son nom d'Al Capone, tandis que les 5 grandes familles s'inspirent des 5 familles new-yorkaises qui régnaient sur le milieu. Vient ensuite Oku, le fondateur de la piraterie. Son surnom, Kaizuku Kyo, est particulièrement nuancé, car le terme Kyo désigne le fondateur ou le pionnier d'une religion. Certains pourraient le traduire par « gourou perroquet ». Or, si le terme gourou a parfois désigné un fondateur ou un expert religieux, il me semble qu'aujourd'hui, il a été largement galvaudé pour désigner simplement un expert dans son domaine, ce qui lui fait perdre toute sa nuance de sens en japonais. D'autant plus que la définition du dictionnaire japonais compare le terme Kiyo à des figures telles que Jésus-Christ ou Bouddha. Fondamentalement, cette épithète confère au fondateur de la piraterie une dimension quasi messianique. Il est probable que cela ne signifie pas qu'il ait inventé la piraterie au sens littéral, puisque Joy Boy fut le premier pirate. Il s'agit plutôt d'une figure si influente que certains le considéraient comme un messie ayant contribué à façonner Paraty telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le nom Oku devrait vous être familier. Il est mentionné comme l'un des hommes les plus célèbres de Jabek par Sengoku dès le chapitre 957, faisant enfin ses débuts après 6 ans d'absence. Son nom Ultu est dérivé de la version japonaise du nom du célèbre pirate chinois Wang Ji, connu sous le nom de Ultu au Japon. Il combine les kanjis signifiant roi et droit, ce qui explique pourquoi certaines traductions utilisent le nom Wang Ji. Cependant, il est important de préciser que dans l'œuvre originale de One Piece en japonais,
il est connu sous le nom de Oku. Comme nous le savons, et comme cela nous est rappelé ici, il deviendrait finalement le chef de l'île des pirates. Bien que ce chapitre le précise, il porterait le titre de Toku ou amiral, le même titre que Barbe Noire actuellement, ce qui est logique, puisque cela semble désigner le souverain de Hachosu. Précisons qu'il ne s'agit pas d'un amiral de la marine appelé Taisho, mais bien d'un amiral pirate. Malheureusement, en anglais, la distinction entre ces deux termes est moins nette qu'en japonais. Oku régnait apparemment sur Hachosu après la mort de Jabag jusqu'à ce que Barbe Noire prenne le pouvoir lors de l'incident du port de Rocky durant l'ellipse temporelle. Il détrôna alors O et devint amiral de l'île des pirates. Le fait qu'il ait conservé ce poste pendant des années témoigne de sa redoutable réputation de pirate. Son apparence est également intéressante. Il ressemble à un vampire draculien, ce qui le rapproche étrangement du roi Siki souverain de Lulutia. Lucia étant elle aussi inspirée du Dracula roumain, je me demande si O a des origines luluchiaises. Mais surtout, son apparence est nettement plus semblable à celle de Caribou. Yeux, bouche, langue, nez et oreilles pointus sont quasiment identiques. Le fait qu'il ait été traité comme un chef religieux pourrait également expliquer les affirmations de Caribou concernant ses prières à un dieu. De plus, l'alliance de Caribou avec Barbe Noire renforce le lien entre les Roxu et bien sûr Barbe Noire. Enfin, voici Ganzui, le pirate contrebandier. Son surnom, Mitsuyu Kaizoku, ou perroquet contrebandière, est assez explicite. Son nom s'écrit d'ailleurs ainsi en japonais. Il est donc fort probable que ce soit une romanisation. Difficile de dire si cela a une signification particulière, car la ressemblance la plus frappante serait la translittération du mot « guns », mais sans l'œil. C'est un personnage que nous avons déjà vu. Il figurait parmi les pirates des rochers de God Valley et aussi parmi les zombies de Moria, aux côtés de plusieurs autres membres d'équipage probablement haïs lors de cet affrontement. Pendant longtemps, beaucoup ont cru qu'il s'agissait du vieux Shuku à cause de sa longue barbe, mais ce n'est manifestement plus le cas. Outre ces éperons, nous savons que de nombreux autres pirates célèbres rejoindront l'équipage du Rock. Parmi eux, bien sûr, Sherlock Big Momlin et Stroin Neaitan Itathir Kaido, le capitaine John Gloriosa et semble-t-il, Shaki également. D'après le SBS, le plus récent, Gil Bastar, le protagoniste d'un des plus anciens one-shots d'Oda, est lui aussi devenu membre des Pirates du Rock avant de se transformer en zombie dans Thriller Bark. Cependant, sa version dans One Piece semble légèrement différente. Il avait 4 bras qu'il a conservés jusqu'à sa mort en tant que zombie. Il ne semble donc pas lié à Ford. Outre lui, il y a aussi un individu nommé Gimu, ce qui signifie « hache d'argent ». Bien qu'il puisse s'agir d'un surnom et qu'il puisse potentiellement s'agir du zombie, je baille à la grande hache d'argent aperçue parmi les autres zombies. Bref, pour revenir à la conversation, ils expliquent que Hachosu, dont le nom est interchangeable avec celui de l'île des pirates, était à l'origine un territoire pénitentiaire connu sous le nom d'île de l'exil ou Rukima. Hachosu était considéré comme une île déserte où l'on envoyait les pires criminels du monde, venus de divers pays, pour les laisser mourir de faim, faute de prison capable de les accueillir. Visuellement, cela se comprend car Hachosu ressemble à une île estivale aride. Cependant, la découverte d'un gisement d'or permet aux pirates survivants de s'allier et de collaborer avec une organisation criminelle pour amasser une fortune considérable, transformant Hachosu en un pays pirate sans foi ni loi. Jabag projeta alors de négocier avec le gouvernement pour reprendre Hachosu en échange d'une importante somme d'argent. Cependant, il n'a pas l'intention de la céder. Au contraire, il souhaite en prendre la tête
pour en faire un paradis pirate, le même terme que Robin avait employé lors de leur affrontement avec David. Un plan qui rappelle étrangement les projets ultérieurs de Barbe Noire, comme son infiltration d'Impel Down. Et une fois cela fait, il prévoit d'anéantir la marine, de détruire la Terre Sainte et d'atteindre son but ultime de devenir le roi du monde. Une déclaration étrangement similaire à celle de Luffy. Ce rêve avait déjà été exprimé par Sengoku dans le chapitre 967, où l'ambition de Jabek était de devenir le roi du monde, ou plus précisément de prendre la place d'Emu. Ces déclarations impressionnent cependant le jeune Loki, qui admire Jabek contrairement à son père. Malheureusement, comme nous le savons, Loki a bien demandé à rejoindre l'équipage de Jabek, mais il fut par la suite battu et ignoré, contraint d'abandonner son rêve. 4 ans plus tard, soit en 1480, il y a 44 ans, nous nous trouvons 6 ans avant l'incident de God Valley. Shabak met alors son grand plan à exécution, prenant le contrôle de Hachinosu et établissant enfin les esprits de la roche. Reste à savoir si nous continuerons à suivre son point de vue ou si nous reviendrons simplement à Loki, maintenant que Shabak a refusé de l'accueillir. À tout le moins, si l'on n'entend plus parler de God Valley, nous verrons la réaction de Loki à travers les informations, puisqu'il en avait connaissance. Le chapitre se termine par une note de l'éditeur annonçant le départ de la légende, ce qui fait écho à l'affirmation du chapitre précédent concernant l'apparition de cette légende. Cette déclaration rappelle fortement les propos d'Oda concernant la légende Tapi et dans l'ombre. Une figure qu'il a décrite en 3 points, son apparition ou sa mention sous une forme ou une autre, au cours de l'année 2018 dans le manga, a un lien potentiel avec Barbe Blanche et l'annonce que l'équipage du chapeau de paille de Paillora Shebai affronterait un jour cette figure, leur ennemi le plus redoutable. Les 2 seuls candidats possibles pour ce rôle de légende tapis dans l'ombre seraient Rox ou Emu. Le lien avec Barbe Blanche semble davantage concerner Shabak. Cependant, le fait que la légende l'ait affronté paraît étrange car il devrait être mort, à moins qu'elle ne revienne sous une autre forme. Ou peut-être qu'une partie de lui existe encore aujourd'hui sous les traits de Marshall D. Teach Tapi dans l'ombre comme une légende.